Midi finissait de sonner. La porte de l'école s'ouvrit, et les gamins se précipitèrent en se bousculant pour sortir plus vite. Mais au lieu de se disperser rapidement et de rentrer dîner, comme ils le faisaient chaque jour, ils s'arrêtèrent à quelques pas, se réunirent par groupe et se mirent à chuchoter. C'est que, ce matin-là, Simon, le fils de la Blanchotte, était venu à la classe pour la première fois. Tous avaient entendu parler de la Blanchotte dans leur famille, et quoi qu'on lui fît bon accueil en public, les mères la traitaient entre elles avec une sorte de compassion un peu méprisante qui avait gagné les enfants, sans qu'ils sussent du tout pourquoi. Quant à Simon, il ne le connaissait pas, car il ne sortait jamais, et il ne galopinait point avec eux dans les rues du village ou sur les bords de la rivière. Aussi ne l'aimait-il guère, et c'était avec une certaine joie, mêlée d'un étonnement considérable, qu'ils avaient à accueillir et qu'ils s'étaient répété l'un à l'autre cette parole dite par un garde de 14 ou 15 ans, qui paraissait en savoir longtemps et clignait finement des yeux, vous savez. Simon. Eh bien, il n'a pas de papa. Le fils de la Blanchotte parut à son tour sur le seuil de l'école. Il avait 7 ou 8 ans. Il était un peu pâlot, très propre, avec l'air timide, presque à gauche. Il s'en retournait chez sa mère quand les groupes de ses camarades, chuchotant toujours et le regardant avec les yeux malins et cruels des enfants qui méditent un mauvais coup, l'entourèrent peu à peu et finirent par l'enfermer tout à fait. Il restait là, planté au milieu d'eux, surpris et embarrassé, sans comprendre ce qu'on allait lui faire. Mais le gars qui avait apporté les nouvelles, enorgueilli du succès obtenu déjà, lui demanda « Comment t'appelles-tu, toi ?» Il répondit « Simon. » « Simon quoi ?» reprit l'autre. L'enfant répéta tout confus « Simon. » Le gars lui cria « On s'appelle Simon quelque chose. C'est pas un nom, ça. Simon. » Et lui, prêt à pleurer, répondit pour la 3e fois « Je m'appelle Simon. » Les galopins se mirent à rire. Le gars triomphant éleva la voix « Vous voyez bien qu'il n'a pas de papa. » Un grand silence se fit. Les enfants étaient stupéfaits par cette chose extraordinaire, impossible, monstrueuse. Un garçon qui n'a pas de papa. Ils le regardaient comme un phénomène, un être hors de la nature, et ils sentaient grandir en eux ce mépris, inexpliqué jusque-là, de leur mère pour la Blanchotte. Quant à Simon, il s'était appuyé contre un arbre pour ne pas tomber, et il restait comme atterré par un désastre irréparable. Il cherchait à s'expliquer. Mais il ne pouvait rien trouver pour leur répondre, et démentir cette chose affreuse qu'il n'avait pas de papa. Enfin, livide, il leur cria à tout hasard « Si, j'en ai un. » « Où est-il » demanda le gars. Simon se tut, il ne savait pas. Les enfants riaient, très excités, et ses fils méchants, plus proches des bêtes, éprouvaient ce besoin cruel, qui pousse les poules d'une basse-cour à achever l'une d'entre elles aussitôt qu'elle est blessée. Simon avisa tout à coup un petit voisin, le fils d'une veuve, qu'il avait toujours vu, comme lui-même, tout seul avec sa mère. « Et toi non plus, dit-il, tu n'as pas de papa. »« Si, répondit l'autre, j'en ai un. »« Où est-il » riposta Simon. « Il est mort, déclara l'enfant avec une fierté superbe, il est au cimetière, mon papa. » Un murmure d'approbation courut parmi les garnements, comme si ce fait d'avoir son père mort au cimetière eût grandi leurs camarades, pour écraser cet autre qui n'en avait point du tout. Et ces polissons, dont les pères étaient, pour la plupart, méchants, ivrognes, voleurs et durs à leurs femmes, se bousculaient en se serrant de plus en plus, comme si eux, les légitimes, eussent voulu étouffer dans une pression celui qui était hors la loi. L'un, tout à coup, qui se trouvait contre Simon, lui tira la langue d'un air narquois et lui cria « Pas de papa ! Pas de papa !» Simon le saisit à 2 mains aux cheveux et se mit à lui cribler les jambes de coups de pied, pendant qu'il lui mordait la joue cruellement. Il se fit une bousculade énorme. Les 2 combattants furent séparés, et Simon se trouvait frappé, déchiré, meurtri, roulé par terre, au milieu du cercle des galopins qui applaudissaient. Comme il se relevait, en nettoyant machinalement avec sa main sa petite blouse toute sale de poussière, quelqu'un lui cria « Va le dire à ton papa ». Alors il sentit dans son cœur un grand écroulement. Ils étaient plus forts que lui, ils l'avaient battu, et il ne pouvait point leur répondre, car il sentait bien que c'était vrai, qu'il n'avait pas de papa. Plein d'orgueil, il essaya pendant quelques secondes de lutter contre les larmes qui l'étranglaient. Il eut une suffocation, puis,
Sans cri, il se mit à pleurer par grands sanglots, qui le secouaient précipitamment. Alors une joie féroce éclata chez ses ennemis, et naturellement, ainsi que les sauvages dans leur gaieté terrible, ils se prirent par la main et se mirent à danser en rond autour de lui, en répétant comme un refrain, « Pas de papa. Pas de papa. » Mais Simon tout à coup cessa de sangloter. Une rage l'affola. Il y avait des pierres sous ses pieds. Il les ramassa et, de toutes ses forces, les lança contre ses bourreaux. 2 ou 3 furent atteints et se sauvèrent en criant, et il avait l'air tellement formidable qu'une panique eut lieu parmi les autres. Lâches, comme l'est toujours la foule devant un homme exaspéré, ils se débandèrent et s'enfuirent. Resté seul, le petit enfant sans père se mit à courir vers les champs, car un souvenir lui était venu, qui avait amené dans son esprit une grande résolution. Il voulait se noyer dans la rivière. Il se rappelait en effet que, 8 jours auparavant, un pauvre diable qui mendiait sa vie s'était jeté dans l'eau parce qu'il n'avait plus d'argent. Simon était là lorsqu'on le repêchait, et le triste bonhomme, qui lui semblait ordinairement lamentable, malpropre et laid, l'avait alors frappé, par son air tranquille, avec ses joues pâles, sa longue barbe mouillée et ses yeux ouverts, très calme. On avait dit alentour, il est mort. Quelqu'un avait ajouté, il est bien heureux maintenant. Et Simon voulait aussi se noyer, parce qu'il n'avait pas de père, comme ce misérable qui n'avait pas d'argent. Il arriva tout près de l'eau et la regarda couler. Quelques poissons folâtraient, rapides, dans le courant clair, et, par moments, faisaient un petit bond et appelaient des mouches, voltigeant à la surface. Il cessa de pleurer pour les voir, car leur manège l'intéressait beaucoup. Mais, parfois, comme dans les accalmies d'une tempête, passent tout à coup de grandes rafales de vent qui font craquer les arbres et se perdent à l'horizon. Cette pensée lui revenait avec une douleur aiguë. Je vais me noyer parce que je n'ai point de papa. Il faisait très chaud, très bon. Le doux soleil chauffait l'herbe. L'eau brillait comme un miroir. Et Simon avait des minutes de béatitude, de cet languissement qui suit les larmes, où il lui venait de grandes envies de s'endormir là, sur l'herbe, dans la chaleur. Une petite grenouille verte sauta sous ses pieds. Il essaya de la prendre. Elle lui échappa. Il la poursuivit et la manqua 3 fois de suite. Enfin il la saisit par l'extrémité de ses pattes de derrière, et il se mit à rire en voyant les efforts que faisait la bête pour s'échapper. Elle se ramassait sur ses grandes jambes, puis d'une détente brusque, les allongeait subitement, raides comme 2 barres, tandis que, l'œil tout rond avec son cercle d'or, elle battait l'air de ses pattes de devant qui s'agitaient comme des mains. Cela lui rappela un joujou fait avec d'étroites planchettes de bois clouées en zigzag les unes sur les autres, qui, par un mouvement semblable, conduisait l'exercice de petits soldats piqués dessus. Alors, il pensa à sa maison, puis à sa mère, et, pris d'une grande tristesse, il recommença à pleurer. Des frissons lui passaient dans les membres. Il se mit à genoux et récita sa prière comme avant de s'endormir. Mais il ne put l'achever, car des sanglots lui revinrent si pressés, si tumultueux, qu'ils l'envahirent tout entier. Il ne pensait plus. Il ne voyait plus rien autour de lui et il n'était occupé qu'à pleurer. Soudain, une lourde main s'appuya sur son épaule et une grosse voix lui demanda « Qu'est-ce qui te fait donc tant de chagrin, mon bonhomme ?» Simon se retourna. Un grand ouvrier qui avait une barbe et des cheveux noirs tout frisés le regardait d'un air bon. Il répondit avec des larmes plein les yeux et plein la gorge, « Ils m'ont battu. Parce que je n'ai pas de papa. Pas de papa. » « Comment ?» dit l'homme en souriant, « mais tout le monde en a un. » L'enfant reprit péniblement au milieu des spasmes de son chagrin, « Moi, je n'en ai pas. » Alors l'ouvrier devint grave. Il avait reconnu le fils de la Blanchotte, et, quoique nouveau dans le pays, il savait vaguement son histoire. « Allons, dit-il, console-toi, mon garçon, et viens-t'en avec moi chez ta maman. On t'en donnera un papa. » Ils se mirent en route, le grand tenant le petit par la main, et l'homme souriait de nouveau, car il n'était pas fâché de voir cette Blanchotte, qui était, comptait-on, une des plus belles filles du pays, et il se disait peut-être, au fond de sa pensée, qu'une jeunesse qui avait failli, pouvait bien faillir encore. Ils arrivèrent devant une petite maison blanche, très propre. « C'est là, » dit l'enfant, et il cria, « Maman !» Une femme se montra, et l'ouvrier cessa brusquement de sourire, car il comprit tout de suite qu'on ne badinait plus avec cette grande fille pâle qui restait sévère sur sa porte,
comme pour défendre un homme le seuil de cette maison où elle avait été déjà trahie par un autre.